Bonjour, c'est Flo Delorbe, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur l'Union Européenne qui est un sujet vraiment d'actualité. Donc je vous rappelle mon livre Bouillon d'inculture aux éditions The Book Edition. Donc si vous pouvez, ça nous aidera à survivre. Voilà. Donc au niveau de l'Union Européenne, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une union qui a été créée en 51-52 avec la création de la CECA et qui a été créée à la base parce que nous sortions de la Seconde Guerre mondiale et comme les pays, on va dire, européens étaient à l'agonie économiquement, politiquement, et pour éviter justement une nouvelle guerre, on s'était dit qu'une union servirait justement à éviter un prochain massacre. Donc l'idée de base n'était pas mauvaise, c'était seulement une union économique, comme c'était à la CECA entre la France et l'Allemagne. Ça évitait justement que les pays soient complètement indépendants à ce niveau-là et qu'après ils se retrouvent à créer une machine de guerre qui pourrait permettre d'envahir leurs voisins. Donc comment s'est-on retrouvé à une union entre deux pays qui était juste une union économique? À 1957, traité de Rome, donc la création de la CE avec un agrandissement. 91, Maastricht, qui a donné beaucoup plus de pouvoir à cette Union européenne. Et en 2007, avec le traité de Lisbonne, là on est passé à une vraie Union européenne, la création d'une union politique. Donc par rapport à ça, il faut bien comprendre que on nous a vendu l'Europe comme la paix, la prospérité. Maintenant vous vous rendez compte, vous qui êtes en Europe, que c'est vraiment pas le cas. C'est une immigration de masse qui détruit de plus en plus de pays. Alors pas seulement économiquement, parce qu'économiquement des fois l'immigration peut avoir du bon. Ça, comme disait Marx, c'est l'armée de réserve du capital, donc les chômeurs. Donc plus il y a de gens qui rentrent, plus ça fait de chômeurs, plus ça permet de faire baisser les coûts des salaires. Donc à ce niveau-là, ça peut être bon pour le grand capital d'avoir une immigration de masse. Mais au niveau des mœurs et de la culture, de la sécurité, enfin tout ce que ça engendre l'immigration de masse, on voit que ça devient un vrai problème au niveau de l'Union européenne. Donc cette Union européenne qu'on nous a vendue justement comme quelque chose de positif, on voit bien qu'aujourd'hui c'est exactement le contraire ce qui arrive. Donc par exemple, dans les années 90, quand on nous parlait de l'euro, il fallait mettre en place l'euro. On nous disait c'est parce que cette Union européenne est en train de devenir tellement puissante, on peut contrebalancer le pouvoir des Américains qui justement dominaient la place à cette époque. Sauf qu'il faut bien se rendre compte, c'est que les Américains ont toujours été derrière l'idée d'une construction européenne. Ils ont justement poussé dans les années 50, ils ont aidé même l'industrie militaire française et allemande, je crois, à se reconstruire. Bon, c'était aussi au niveau de la guerre froide pour éviter que les soviétiques attaquent, mais c'était aussi pour avoir la main mise quand même sur des secteurs stratèges des économies françaises et allemandes. Les Américains aiment toujours avoir la main sur l'Europe. Ils ne veulent pas d'une Europe indépendante. Ils ne veulent pas de pays souverains et indépendants. Une France forte, souveraine, indépendante, comme une Allemagne forte, souveraine et indépendante, c'est vraiment ce que les Américains ne souhaitent pas. C'est d'ailleurs pour ça que cette Union européenne a été créée. C'est pour permettre, sur le temps, au fur et à mesure, de baisser l'influence de ces pays. Et on le voit très bien maintenant. Regardez où est la France aujourd'hui par rapport à la France à une certaine époque. Et je ne vous parle pas de la France de Louis XIV, mais on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Par rapport à cette construction européenne, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que c'est une construction qui a été faite surtout par des gens qui avaient soit une influence américaine, soit un lien avec le système bancaire. Donc par exemple les pères fondateurs européens que sont Jean Monnet et Robert Schuman. Donc Jean Monnet, c'était un vendeur de cognac, on sait qu'il a passé du temps aux États-Unis, certains disent qu'il était carrément employé de la CIA ou qu'il était salarié du gouvernement américain. Bon, il a passé du temps là-bas, on le sait, aux États-Unis. Il a toujours parlé des États-Unis d'Europe. Et on sait que ça a été un banquier aussi quand il était aux États-Unis. Donc sur son CV, c'est marqué banquier international. Donc il a quand même un lien avec le système bancaire. Maintenant, Robert Schuman, déjà n'était pas français. Il est né au Luxembourg. Il est né allemand, il est devenu français qu'en 1919.
c'est quelqu'un qui s'est toujours défini comme cosmopolite. Et donc, pareil, lui, l'intérêt de la France, lui, ce qui comptait, c'était l'intérêt des gens pour qui il travaillait. Donc, c'est quand même impressionnant comme ces gens avaient en commun un désamour de la France. Donc, déjà, il faut comprendre ça. Après, si vous regardez les différents présidents de cette Commission européenne ces derniers temps, donc on a eu Van Rompuy, on a eu Juncker, on a eu Barroso, on a eu Van der Leyen, enfin il est toujours en place. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Déjà, Juncker, c'était un banquier. Van Rompuy, il a été banquier aussi, enfin il a travaillé pour les banques. Barroso, lui, n'était pas banquier, mais bon, il avait fait ses études à l'université de Washington. Donc il avait passé du temps aux États-Unis, donc je pense que c'est à cette époque qu'il a été coopté et on lui a financé sa carrière certainement. On lui dit on vous mettra où il faudra à condition que vous avanciez les pions pour les intérêts américains. Ensuite, Van der Leyen, alors elle n'a pas été aux États-Unis comme étudiante ou elle n'est pas banquière, mais elle a quand même étudié à la London School of Economics. Donc pour ceux qui connaissent cette école, c'est une école qui a une très grande réputation à Londres. Et si vous regardez les CV des gens qui y passent, on sait que c'est une école qui a une très forte influence et qui forme beaucoup de gens qui se retrouveront plus tard dans les parlements européens ou les officines mondiales. Donc ils ont toujours un point commun. Soit ils sont passés par Washington ou des écoles qui sont très pro-mondialistes, pro-européistes, enfin bon. Ou ils sont passés directement par les États-Unis, par la maison mère, où ils ont été cooptés ou salariés, enfin peu importe. Donc c'est quand même amusant de noter que cette Union européenne, cette construction européenne a été faite par des gens qui n'avaient pas trop l'Europe dans leur cœur. Voilà, ils étaient payés, c'était leur travail, c'est tout ce qu'ils ont fait. Donc ça met en lumière certaines choses, parce que maintenant qu'on voit le vrai visage de l'Europe, comme je vous dis maintenant, l'Europe ça nous amène de la pauvreté. Il y avait d'ailleurs une étude qui avait été faite il y a pas si longtemps, alors je ne sais plus qui l'avait fait, mais bon, qui montrait, enfin ils avaient calculé, des économistes, quel aurait été le pourcentage de croissance des pays par an s'ils n'avaient pas été dans l'Union européenne. Et les pays qui en avaient plus souffert, c'était la France et l'Italie. Alors l'Allemagne en a beaucoup moins souffert que d'autres parce que l'Allemagne arrive à profiter de l'Union européenne. Parce que la Banque centrale européenne est à Francfort, l'euro est un peu un marque, comme certains le disent. Mais la France en a beaucoup souffert, l'Italie aussi et d'autres pays. Donc la France était un pays où on aurait eu une croissance bien supérieure ces 20-30 dernières années si on n'avait pas été dans l'Union européenne. Donc ça, faut bien comprendre. Donc on a eu un appauvrissement de la France, déjà par l'argent qu'on envoie tous les ans à Bruxelles, parce que déjà c'est des milliards et des milliards pour payer tous ces bureaucrates, plus tout un tas de dépenses. Et donc l'Union européenne nous force aussi à recevoir des migrants. On se souvient de la crise des migrants qu'il y avait eu avec la guerre de Syrie et la guerre de Libye. On avait des quotas qui nous étaient envoyés par l'Union européenne où on disait il faut recevoir tant d'immigrés par pays. Et, enfin, voilà, les différents gouvernements, les différents États des pays européens n'avaient pas vraiment de droit de regard. Et il y a une autre chose sur laquelle il faut bien comprendre pourquoi cette Union européenne n'est pas ce qu'elle est, ce qu'on nous avait vendu au début, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne, non seulement c'est la pauvreté et l'immigration de masse, mais c'est aussi la guerre. Car on nous a toujours dit l'Europe c'est la paix, mais la guerre là, qui est aux portes de l'Europe, je veux dire l'Ukraine c'est en Europe, on est bien d'accord, mais c'est l'Europe de l'Est. Donc cette guerre quand même, aujourd'hui on le sait, ce ne sont pas des Ukrainiens contre des Russes. Il y a de moins en moins d'Ukrainiens, il y a de plus en plus de soldats qui viennent du monde entier. Il y a des mercenaires, les commandants, ceux qui donnent les ordres, pour la plupart sont soit anglais, soit américains, soit ça fait partie du groupe de l'OTAN. Donc l'Europe ne nous a pas empêché d'avoir une guerre. Alors je sais que les médias aujourd'hui de masse nous disent que c'est tout de la faute à Poutine, mais on fera une autre vidéo là-dessus pour que les gens comprennent bien ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine.
Mais ce n'est pas de la faute des Russes. On les a forcés, d'un côté, on leur a forcé la main pour qu'ils attaquent l'Ukraine. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Donc, cette Union européenne, qui au début était justement un accord entre quelques pays pour éviter qu'ils se sautent à la gorge à nouveau, comment se fait-il aujourd'hui que cette Union européenne ait 27 pays et qu'on en ait encore 8 autres qui soient candidats, si on y inclut l'Ukraine aussi? Donc ça devient un peu du grand n'importe quoi. Je veux dire, au début, vous aviez des pays qui avaient à peu près la même richesse par personne, on va dire, les pays riches considérés de l'Europe de l'Ouest. Aujourd'hui, on se retrouve avec des pays qu'on pourrait qualifier de pauvres. Je veux dire, certains pays comme la Bulgarie, enfin bon. Donc ce n'est pas possible, parce que si vous avez deux pays qui sont dans une union économique, par exemple si vous mettiez demain la Suède et l'Afghanistan dans une union économique, des accords bilatéraux, est-ce que vous croyez que les Suédois vont aller déménager en Afghanistan? Non. Mais est-ce que vous croyez qu'il y a beaucoup d'Afghans qui vont aller vivre en Suède? Bien sûr. Donc ça ne peut pas marcher, des accords bilatéraux, donc dans une union encore moins, si les pays n'ont pas à peu près le même niveau de richesse. Il y en aura toujours un qui envahira l'autre. Et on l'a vu plusieurs fois, d'ailleurs c'est pour ça que les Anglais aussi sont sortis un peu du Brexit, pas que, mais c'est une des raisons. C'est parce qu'ils avaient une invasion de gens qui venaient de Bulgarie, de Pologne, de tous ces pays-là. Et même si ça a aidé aussi leur économie d'avoir une main-d'œuvre à bas coût, ce n'est pas vraiment sur le long terme ce qui aurait permis à l'Angleterre de retrouver son lustre d'antan. Donc pour revenir à la base de cette Union européenne, c'est le rêve qu'on nous avait vendu avec l'euro fort, avec la prospérité économique, le pas de guerre et enfin, le refus de la guerre. On se retrouve aujourd'hui avec tout le contraire. Jamais l'Europe ne s'est portée aussi mal économiquement. Jamais l'Europe n'a été aussi mal en termes de... C'est une passoire aujourd'hui, il faut dire ce qu'il y a. L'immigration est partout. Maintenant, l'Italie et l'Espagne, qui étaient des pays qui n'étaient pas encore touchés avant, comme l'Allemagne, la France, l'Angleterre ou la Suède, se retrouvent complètement envahis aussi. Donc la Grèce aussi, qui a les mêmes problèmes. Donc cette Union européenne, dans les faits, nous affaiblit. Et cette Union européenne n'arrête pas de grandir. On le voit, il y a de plus en plus de pays. Donc il faut se demander qui est derrière cette Union européenne en sous-main. On voit très bien qu'il y a les lobbies. Si vous allez à Bruxelles, il y a énormément de lobbies. Les lobbies, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit les lobbies du militaire, enfin bon. Ce sont tous les lobbies du monde qui se retrouvent à Bruxelles. D'ailleurs, je crois que j'avais lu une fois qu'il y a plus de lobbies à Bruxelles qu'il y en a à Washington. Donc c'est pour vous dire l'importance qui est donnée à Bruxelles. Et donc pour revenir à cette Union européenne, le seul moyen aujourd'hui pour que les pays retrouvent une once de souveraineté, c'est de sortir de cette union. Alors même si d'un côté il y a de plus en plus de propagande et on essaye de tirer pour toujours plus d'Europe et que tous les médias ont toujours le même son de cloche en nous disant que l'Europe c'est le futur, sans l'Europe nous ne serons rien, sans l'Europe ce serait la misère. La réalité c'est que les pays qui sont pas en Europe déjà, qui sont dans l'Europe géographiquement mais pas dans l'Union européenne comme la Norvège ou la Suisse se portent très bien, beaucoup mieux que les pays qui sont dans l'Union européenne, déjà c'est un fait. Mais surtout cette construction européenne devient une utopie. C'est vraiment la tour de Babel. Regardez ce que nous dit Attali dans ses interviews, par exemple. Il parle toujours il veut une union politique encore plus forte, avec plus de pouvoir, et il souhaite avoir une armée européenne. Donc, je croyais que l'Europe c'était la paix, mais pour le pacifiste Attali, il faut quand même une union européenne avec une armée. Donc, le but, en bout du bout, c'est d'avoir une Union européenne avec son propre gouvernement, sa propre armée, son propre financement. Il y a déjà la Banque européenne. Il nous parle aujourd'hui de l'euro numérique. Enfin bon, les gouvernements nationaux ne serviraient plus à grand chose. Donc ce serait de la part. Voilà. Il y aurait des élections dans chaque pays, mais ces gens-là n'auraient plus de pouvoir. Le vrai pouvoir est déjà à Bruxelles, mais ils en auraient encore plus si on les laisse faire.
Donc c'est pour ça, à tous les gens qui disent, que ce soit des hommes politiques ou que ce soit votre voisin qui disent il faut arrêter l'immigration de masse, il faut qu'on arrête l'inflation, il faut que le prix de l'énergie baisse, tout ça ne peut pas être fait tant que nous sommes dans l'Union européenne. C'est impossible. Donc l'Union européenne, voilà, c'est un rêve, dont on a du mal à se réveiller parce que c'est plutôt un cauchemar maintenant. Voilà. Donc pour l'Union européenne, c'est à peu près tout. C'était juste une petite mise à jour pour que certains comprennent que c'est une des raisons du marasme ambiant. Voilà. Je vous rappelle mon livre, si vous voulez plus de détails. Bouillon d'un culture, Flot de l'Orbe, The Book Edition. Et je vous dis à la prochaine. Merci.